les fondements de la persuasion, comment convaincre, comment persuader, comment argumenter et surtout comment raisonner. L'idée étant, on a passé les 2 dernières semaines à voir comment on prépare notre argumentation, comment on prépare le fait de convaincre et de persuader. On a commencé par l'exorde, qui était l'introduction, puis on a vu la narration, qui va exposer le cadre et les définitions de ce que l'on va dire. Il est temps maintenant de savoir ce que l'on va dire et comment. Puisque tout ce que l'on a fait amène à une chose, c'est d'essayer de convaincre ou de persuader l'interlocuteur. Dans un débat, première chose, on n'essaiera jamais de convaincre son adversaire. On convainc toujours le public. Et ici, on essaie de convaincre les personnes qui importent dans le message que l'on veut transmettre. C'est la base de la rhétorique, c'est la base de l'expression orale. Ce n'est pas d'être simplement beau, de paraître intelligent ou de donner quelque chose de sympathique mais qui n'est pas retenu, c'est vraiment de créer une adhésion, une action, convaincre et persuader. Un antimème, antimème. C'est le terme qu'on va retenir aujourd'hui, ça va être celui sur lequel on va vraiment s'exercer. Il y a d'autres formes, il y a d'autres choses, mais ce n'est pas important. Un antimème, il a grandi ici. Ceux qui ont vécu quelque part comprennent mieux les problèmes de cet endroit, donc il comprend nos problèmes. L'antimème est un raisonnement déductif, fondé sur des propositions vraisemblables qui vont du général au particulier. Étymologie, antiméma, signifiant ce que l'on a dans l'esprit ou réflexion. Il y a 4 conditions pour vraiment comprendre ce que c'est un antimème. Les propositions, c'est quoi une proposition ? C'est quoi vraisemblable, c'est quoi général et c'est quoi précis. C'est quoi une proposition ? C'est une affirmation. Okay ? Celui qui fuit le débat manque de courage. Ce candidat refuse le débat. Ce candidat manque de courage. Ce sont des propositions. C'est les 3 étapes qu'on a vues tout à l'heure. Vraisemblable, c'est quelque chose qui n'est pas vrai tout le temps, mais qui est crédible, probable, accepté. Ça veut dire que si je dis « il fait jour », c'est vrai maintenant, ce n'est pas vrai dans 3 heures, dans 4 heures, dans 5 heures. C'est vraisemblable qu'il fait jour. On ne va pas se compliquer la chose, la tâche, avec la notion de vérité, de ce que c'est un fait objectivement vrai, mais fondamentalement, c'est quelque chose qui est vrai en tout temps, en tout lieu, de toute position, dans toute matière, c'est quelque chose qui est vrai tout le temps. 1 plus 1 égale 2. C'est vrai, peu importe. Donc, tu peux mettre à l'envers, à l'endroit, de côté, tu peux le dire toi, c'est vrai tout le temps. Et encore, on pourrait argumenter qu'il y a des plans non euclidiens dans lesquels ce n'est pas vrai. C'est pour ça qu'on ne se casse pas la tête, on parle du vraisemblable, ce qui est admis par le public. Le général, c'est la règle, une valeur, un principe, une croyance commune. Le précis, c'est une situation qui appartient à cette règle, ce projet, cette décision, cette réforme. C'est quelque chose qui appartient au général. C'est donc très abstrait, fondamentalement. On n'a pas vraiment compris ce que c'était un antimème, on sait qu'il y a des propositions, c'est complexe. Donc ça, c'était la leçon, comme je voulais la faire de base. Et donc on va la simplifier. Un antimème, c'est une conclusion tirée d'une croyance commune. La conclusion, c'est ce qu'on veut faire admettre. La croyance, c'est ce que notre public croit. C'est ce qui est vraisemblable, vrai pour notre public. Et on va fonder toute notre argumentation sur ce qui est compris, cru, vraisemblable pour notre public. Raison pour laquelle je vous disais en introduction, n'essayez pas de convaincre votre adversaire, vous n'avez pas les mêmes croyances. Je pars de ce que mon public croit déjà, j'y accroche un fait et je lui fais conclure ce que je veux. Un fait, c'est juste quelque chose qui est admis comme vrai. Paul était à Paris le 3 juillet. C'est un fait. Rappel la définition d'un fait. Un fait est une information donnée comme réelle, pas forcément une vérité incontestable, une proposition qui prétend décrire la réalité. Maintenant, qu'est-ce qu'une preuve ? Paul était à Paris le 3 juillet, d'après son billet de train. La preuve ici, c'est le billet de train. Une preuve est un élément qui rend le fait crédible, acceptable, démontré. Maintenant, parce qu'il voulait aller à Yardland,
Ce serait quoi pour vous? Un motif, exactement. Le motif, c'est la raison qui fonde la preuve. Paul était à Paris le 3 juillet, c'est un fait. Il était à Paris le 3 juillet. Ça peut être vrai, ça peut être faux, mais c'est un fait. Fait que l'on considère comme vrai parce que d'après son billet de train, il y était. Et pour finir d'expliquer la chose, il y a un motif parce qu'il voulait aller à Yardland. Paul n'a pas trompé Léa. Qu'est-ce que c'est? C'est une thèse, c'est ce que l'on veut démontrer. Une thèse. Ça, c'est un raisonnement. Alors d'un coup, ça devient plus compliqué. Mais fondamentalement, c'est très simple. On a à nouveau nos trois propositions, A, B et C. S'il était à Paris, alors il n'était pas au lieu de la tromperie supposée. S'il n'était pas au lieu de la tromperie supposée, alors il ne l'a pas trompé dans ces circonstances. S'il était à Paris, alors il ne l'a pas trompé. On part d'un point A, on va à un point B, le B va au point C, donc le A va au point C. Et ça, quand on met le raisonnement, le fait, la preuve, le motif, la thèse, c'est un argument. Paul n'a pas trompé Léa. Le 3 juillet, il était à Paris pour aller à Yardland, comme l'indique son billet de train. Or, si Paul était à Paris ce jour-là, il ne pouvait pas se trouver au lieu où Léa pense qu'elle l'a trompé. Donc, Paul n'a pas trompé Léa. Il existe deux types de preuves. Extra-rhétorique, celle que vous connaissez tous, intra-rhétorique, que vous connaissez tous, que vous n'avez jamais identifiée. La preuve extra-rhétorique est le sens communément admis de la preuve. Témoignage, billet de train, photo, expérience, diplôme, texte de loi, contrat, convention, serment. Ce sont les éléments tangibles, une empreinte digitale. C'est tout ce qui peut être certifié, entre guillemets. Maintenant, qu'est-ce que c'est les preuves intra-rhétoriques? La preuve intra-rhétorique est la preuve créée par l'orateur, c'est-à-dire la capacité du discours à rendre un fait crédible, acceptable ou démontré. Il n'a rien cité, il n'a rien dit, il l'a dit avec assurance et ça officie comme preuve. Aristote distinguait trois preuves, ethos, pathos, logos. Qui pourrait me définir chacune de ces notions? Le caractère, la manière d'être, la crédibilité. Pathos, le ressenti, l'affection, l'émotion. Logos, les faits, les preuves, la raison. Juste un mot pour convaincre et persuader. Convaincre, c'est faire accepter une idée nouvelle. C'est pour ça que c'est souvent associé à la science. Parce que la science découvre de nouvelles choses. Donc on convainc avec la science, parce que généralement on ne le connaît pas. Persuader, c'est renverser les hiérarchies intérieures, c'est-à-dire faire passer cette idée déjà connue, elle est ici. Donc par exemple, j'ai convaincu avec, je l'ai mise ici, hop. Et donc cette idée-là, en persuadant, je vais la hiérarchiser et la rendre plus importante que les autres. En descendant les idées adverses ou en renforçant cette idée-là. Par exemple, je vous convainc qu'il existe une autre forme de libre arbitre ou qu'il existe un libre arbitre, si vous ne connaissez rien, une autre forme de libre arbitre analogue qui admet un grand déterminisme, même génétique. Voilà, tout le monde dit « Ah, c'est quoi cette nouvelle forme? Je vous convainc qu'elle existe. » Soit elle n'existe pas, je vous convainc qu'elle existe. Une fois que je vous ai convaincu qu'elle existe, vous connaissez celle-là, eh ben, je vais vous dire que ma définition du libre arbitre est plus importante que les autres. Généralement, c'est là où les scientifiques s'arrêtent. Ils ne font que convaincre et pas persuader. Par tous les éléments possibles. Et donc par la force rhétorique qui est de dire d'autres types de preuves que la simple existence, avec d'autres figures de style, avec de l'intérêt. On va peser le pour et le contre.
On sait que le réchauffement climatique existe. On a été convaincu, pas forcément, mais on a été convaincu de l'existence du réchauffement climatique. Qui a été persuadé que c'était le mal le plus important dans la vie de tous les jours? Ouais. Personnellement, moi je pense que ça ne l'est pas, et pas au monde. Je pense que le mec qui est dans un conflit armé, avec des milices autour de lui, son problème le plus important, ce n'est pas le réchauffement climatique. Et donc, les partis vont persuader, parce qu'on accepte le réchauffement climatique, que le réchauffement climatique est important. On va convaincre que le réchauffement climatique existe ou pas. Il y a différents degrés. Mais une fois que tu es convaincu que la chose existe, je te persuade qu'elle est plus importante que les autres choses qui existent. On peut convaincre par les émotions. Convaincre, c'est juste une idée nouvelle. Si tu avais aucune idée, ou si tu ne connaissais pas l'idée que l'homme descend du singe, tu as convaincu. La seule différence, c'est que là, c'est un phénomène unique. Soit tu descends du singe, soit tu ne descends pas du singe. Donc on t'a d'abord convaincu de l'existence de cette théorie, et ensuite on t'a persuadé qu'elle était meilleure que les autres. Certaines personnes ne sont pas persuadées, sachant qu'on ne descend pas du singe, ce n'est pas objectivement vrai. On descend d'un certain type de singe, des différents degrés, etc., etc. Mais donc on a généralisé. On a d'abord généralisé la théorie, on a appris aux jeunes ce que c'était, et ensuite on les a persuadés que c'était. Et là, on les a persuadés en disant que Darwin était un grand scientifique. Argument, preuve, d'éthos. Darwin est un grand scientifique, un grand biologiste. Il a beaucoup de reconnaissance. C'est de la présence, c'est du charisme. Ensuite, oh, les singes, ils sont mignons. Regardez l'âge de glace, machin, etc. De l'émotion. Voilà. Regardez la lignée. C'est très beau, c'est magnifique. On suit une ligne évolutive. Regardez comment on peut être fier là où on a évolué. C'est de l'émotion. La raison, ah bah pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas de poils sur le corps si on ne descendait pas des singes? Regardez comme on a la même apparence. Analogie, exemple, illustration de la raison. Donc, tu as d'abord été convaincu, ensuite été persuadé. Tu ne peux pas être persuadé sans être convaincu. On peut convaincre avec l'émotion, la raison, la crédibilité. Parce que quand on fait ça, la seule différence ici, c'est qu'on va convaincre quelqu'un que l'université doit obliger le sport s'il n'a jamais entendu ces arguments, s'il ne connaît rien du tout. On va le persuader si on rend le sport plus important qu'autre chose. La seule différence ici, parce que l'émotion, la raison, la crédibilité vont s'inscrire dans la preuve, la seule différence avec convaincre et persuader, c'est que l'UNIGE doit obliger le sport, on va dire que c'est convaincre. Persuader, on fera une conclusion plus tôt que la rhétorique. On va descendre une autre idée, on va rendre le sport plus important. Mais puisqu'on peut mettre de toute façon l'émotion, la crédibilité, la raison, ethos, pathos, logos ici, on peut convaincre par les émotions et on peut persuader par la raison. Vous n'avez pas idée d'à quel point je révolutionne la rhétorique en disant ça. 4000 ans d'histoire détruits. J'ai battu Socrate. Il n'y a aucun texte de rhétorique qui apprend ça. Je suis très fier. Je l'ai découvert avant-hier.